Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons la semaine dernière terminé la semaine sur les événements de Basse-Terre, Licafèche, des événements tragiques. Au lendemain de ces événements, quelles sont finalement les conséquences immédiates pour la Corse? Mais les conséquences immédiates, c'est que la Corse est traumatisée parce qu'elle est dans une succession depuis 1975 d'événements graves, avec le FLN qui tape de plus en plus fort, avec la contestation que nous représentons, nous, qui est extrêmement pugnace, et surtout avec les problèmes qui ne sont pas réglés, mais qui de surcroît sont aggravés par Giscard d'Estaing et consorts, surtout avec la politique de Francia et des attentats qui se multiplient. Et nous faisons vraiment de l'équilibrisme pour éviter que les gens de chez nous ne répondent les armes à la main. Donc on est dans un climat extrêmement difficile, très tendu, et chacun attend impatiemment l'élection présidentielle, à telle enseigne que nous avons fait une réunion quelques jours avant l'élection présidentielle ici à Ajaccio avec tous les responsables, et j'avais commencé par dire, alors hypothèse d'école, c'est Giscard qui l'emporte, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, si Giscard l'avait emporté, si on fait le scénario à l'envers. Véritablement. Je me souviens, j'avais posé la question, silence de mort, parce que chacun avait bien compris à la gradation croissante des attaques contre nous, qu'ils allaient passer à autre chose. Et que même si on ne voulait pas utiliser les armes, à un moment donné, il faudrait peut-être les utiliser pour se défendre. Et ensuite, à la deuxième question, Mitterrand, c'était beaucoup plus facile en disant, au moins on respirera, on n'aura plus les polices parallèles sur le dos. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'est posée l'élection présidentielle, chargée pour nous autres Corses d'une signification plus importante que pour les autres régions de France, parce qu'il y avait un enjeu très important sur la paix publique et avec toutes les revendications que nous formulions depuis longtemps. Justement, du coup, cette élection présidentielle, elle est investie politiquement en Corse. Elle a une charge très différente, on l'a vu, des autres régions. Finalement, l'avenir de la Corse est suspendu à cette élection présidentielle, très clairement. Oui, ne serait-ce que parce que nous savons très bien, par des émissaires et par des prises de position publiques, que l'arrivée de Mitterrand va se traduire par l'amnistie. Nous savons qu'elle va se traduire par un statut particulier, dont on ne connaît ni le périmètre ni le contenu. Nous savons aussi, on nous le dit, qu'il va y avoir la libéralisation de l'information, que l'université va s'accélérer. C'est donc un choix qui nous agrée à tous et en plus qui s'impose à nous, parce que d'un côté, nous avons le chaos garanti, il n'y a aucun signe, bien au contraire, il n'y a que des signes d'aggravation, et de l'autre, il y a une promesse d'ouverture. Et toute la Corse vient un petit peu à l'heure de ces inquiétudes, à telle enseigne qu'avec un collectif que nous avions créé sur Ajaccio, naissent des manifestations très importantes. Et en particulier, on en parlera justement demain. Mais au niveau de la situation politique, on parle d'amnistie. À l'époque, combien de militants sont incarcérés? Combien aussi sont sous la menace finalement d'arrestation? Écoutez, quand il y a eu la mesure d'amnistie, quelque temps avant, nous ont été libérés, quand Mitterrand est arrivé, 40 ou 45 militants qui avaient été arrêtés dans l'affaire d'Aléria. Et puis ensuite, il y avait moi-même qui avait été condamné. Mes camarades n'étaient pas rentrés en prison, même s'ils avaient eu des condamnations, en particulier des amendes très fortes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y avait quelques dizaines de militants du FLNC, plus tous les gens, en plus, qui avaient déjà fait de la prison et qui étaient sous le coup de condamnation. Enfin, il y avait un nombre très conséquent de prisonniers, mais au-delà de l'amnistie, ce qui était attendu, c'était surtout l'ouverture politique que nous espérions considérable. Oui, ça c'était, on peut le dire, l'importance pour la construction de la Corse, en tout cas de ces dernières années, puisqu'on le sait, finalement l'héritage de cette élection, c'est le visage qu'a la Corse aujourd'hui. Exactement. Edmond Simeoni, merci, on se retrouve demain. Demain, justement, on va parler aussi de ces années 80-81, de ces manifestations, de ce contexte chargé. On va en parler dès demain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle semaine d'émission en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. C'est notre deuxième émission de la semaine en votre compagnie. Nous avons évoqué hier ce contexte suite à l'affaire Bastille-Cafèche dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous sommes avant cette élection présidentielle qui se profile. C'est une période de forte contestation, c'est une période aussi de forte mobilisation. Hier, nous avons un petit peu évoquer ces grandes manifestations qui vont avoir lieu justement dans ces années 80-81. Alors, toutes les forces vives de Corse et beaucoup de contacts que nous avons sur la diaspora sentent très bien que pour enrayer la course à l'abîme, avant que le peuple français ne se prononce sur la présidentielle, il faut des initiatives fortes. Et c'est nous qui en avons pris, je dirais, le cap avec toutes les forces vives de Corse pratiquement qui étaient représentées. Il y avait le Parti communiste, il y avait les forces de gauche, bien entendu, il y avait tous les gens qui espéraient le changement et qui se situaient à gauche. À l'époque, on était très soutenus par les journaux de gauche et bien entendu, les luttes sur le terrain continuaient et chaque conflit risquait de dégénérer à chaque instant, la moindre manifestation. Et d'autant plus que les attentats continuaient allègrement. Les commanditaires n'avaient pas l'air de vouloir ralentir le train. Et là, on a senti la nécessité absolue de trouver une riposte de masse. Et je me souviens très très bien de la première manifestation où la foule avait été évoluée à 30 000 personnes. Ce qui était une manifestation considérable. Moi, je n'ai jamais vu autant de monde dans les rues d'Ajaccio pour la période contemporaine. Peut-être avant, avec le général de Gaulle ou même Notre-Dame du Grand Retour. Mais enfin, il y avait une foule immense. Et je me souviens très bien d'une réflexion de Dominique Ribédou qui se trouvait à la préfecture avec le préfet. Et quand il a vu passer le défilé, le préfet lui a dit textuellement, parce que Dominique me l'avait répété, ce qui m'attriste par-dessus tout, c'est de ne pas voir un seul drapeau français dans une manifestation de masse aussi importante. Il n'y avait que des drapeaux corses, et pour cause, parce que l'identité était portée à son paroxysme, et puis après, comme cela était insuffisant et que le climat continuait à se dégrader, il y a eu encore, c'était une sommation, si vous voulez, de tous les événements qui s'étaient passés. On mettait en cause la Légion étrangère, on mettait en cause les attentats de Francia, on mettait en cause l'absence de démocratie, on mettait en cause la confiscation de l'information, la confiscation partisane, on mettait en cause les condamnations, les arrestations, la répression. Et donc, c'était une barque extrêmement, extrêmement chargée et qui, à ce moment-là, attendait l'élection avec beaucoup d'anxiété. Quels étaient justement ces Corses qui participaient à ces grandes manifestations nationalistes, militants de gauche? Finalement, il y a eu un rassemblement très large des Corses. Oui, c'était un rassemblement très large. Je pense qu'au point de vue des appareils, c'était surtout les nationalistes et les forces de gauche, mais que par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de Corses qui se situeraient dans la famille libérale et qui étaient extrêmement présents. Il y avait des gens de tous les bords, c'était manifeste. Il y avait des gens de droite, il y avait des libéraux, il y avait des syndicalistes. C'était des manifestations qui étaient des manifestations qui traduisaient vraiment une grande mobilisation populaire et une grande inquiétude de la société. C'était très digne, sans aucun débordement, aucun acte de violence, mais quand même une inquiétude contenue. Et a posteriori, on peut se demander vraiment ce qui serait arrivé, c'est si Giscard d'Estaing avait gagné l'élection, parce qu'ils étaient partis sur une spirale ascendante de répression, de provocation, et je crois qu'à ce moment-là, ça aurait dégénéré très très gravement en Corse. Justement, comment ces manifestations se sont déroulées dans le calme? Toujours. La réponse des forces de l'ordre, justement, quelle était-elle? Les réponses des forces de l'ordre, elles étaient pratiquement absentes, mais le temps avait été donné, les manifestations étaient très encadrées, puis chacun sentait qu'il fallait que nous restions dans le cadre d'une démonstration de force pacifique pour ne donner aucun prétexte ou à des débordements du côté des manifestants, ou à des actes de répression de la part des forces de l'ordre. Et les gens l'avaient très bien compris, l'importance de l'enjeu, à mon avis, à responsabiliser les gens de l'autre côté. Ça a été vraiment, à mon avis, des moments de grande unité. Et j'ai toujours espéré que cela préfigurait des mobilisations de masse pour sauver ce pays, parce que c'est la seule solution. Les réactions des politiques dites traditionnelles, quelles étaient-elles face à les politiques traditionnelles, il faut dire qu'ils étaient embarqués. Ils étaient embarqués tous les partis, tous les appareils étaient embarqués
dans un flot tumultueux qu'il ne contrôlait absolument plus et qui était le fruit, je dirais, de décennies de lutte et de la coalescence de toutes ces forces contradictoires, de tous ces combats, de tous ces refus, de toutes ces provocations. Il suivait, pour certains il subissait, plus qu'il ne dirigeait. Mais enfin, il s'en accommodait, il n'y avait pas de prise de position hostile, c'était impossible dans le climat de l'époque. Edmond Simeone, merci, on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie d'Edmond Simeone. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes arrivés à cette élection charnière en 1981. Comment se vit, on a cette image aussi qui a, on peut le dire, traversé les décennies maintenant, d'une liesse dans les rues d'Ajaccio et de Bastia à l'annonce de l'élection de François Mitterrand. Justement, on a vu ce contexte de l'importance que revêt à ce moment précis pour les Corses, les militants nationalistes, cette élection. Bien, nous l'avons vu ensemble au cours des émissions précédentes, c'est un point de rencontre qui est déterminant. Parce que soit Mitterrand est élu et nous rentrons dans une voie transactionnelle, soit Giscard gagne et nous rentrons dans une voie gravement conflictuelle, parce qu'il y a eu des manifestations de masse, parce que le pays a déjà souffert de violences très graves, indépendamment des violences du FLNC. Il y a eu des morts, il y a eu des attentats en très très grand nombre. Et je me souviens particulièrement du climat pesant qui régnait en Corse toute la journée, la période qui a précédé les élections, la journée de l'élection. Et nous étions tous là, rivés devant les postes. Et je me souviens très très bien, j'étais avec ma femme et mon entourage. Quand en surimpression a apparu le visage de François Mitterrand sur l'écran, ça a été un ouf de soulagement. Pour nous autres militants politiques formés, nous étions sûrs que c'était une autre étape qui commençait, qu'elle serait différente, qu'elle serait moins violente, mais que l'hostilité de l'État français à la reconnaissance de l'identité du peuple corse, elle était là, elle était manifeste, elle était historique, elle n'était pas conjoncturelle. Elle était le fait de tous les partis politiques français et de tous les syndicats français. Et nous ne trouvions absolument aucun soutien en France. Donc ça a été quand même un très très grand soulagement et puis une certaine joie populaire, à mon avis, qui était mélangée d'un immense soulagement. Et immédiatement, évidemment, là, on a repositionné, je dirais, toute notre stratégie, puisqu'elle dépendait de celui qui serait élu, et aussitôt, des domicile, des gens qui n'étaient pas mandatés, justement, voilà, des gens de bonne foi, approchés à ce moment-là. On commençait à nous approcher, il y avait des familles de pensée, il y a eu des francs-maçons, il y a eu des gens qui étaient simplement des gens de bonne composition, il y a eu des hommes et des femmes de progrès qui se sont entremis, et immédiatement, nous avons commencé à discuter. Il faut dire que ce qui a facilité considérablement notre tâche, c'est que j'entretenais depuis de longues décennies, depuis le début de mes études, de très très bons rapports personnels avec Bastien Lecce, qui était président de des Corses de Marseille, et qui était un homme particulièrement influent, et qui a été choisi en fait de facto comme Monsieur Corse. Donc c'est par lui que passaient toutes les informations, et nous avons commencé avec des délégations à discuter beaucoup avec Bastien Lecce. Bien entendu, il y avait le problème de la violence qui était toujours pendant. Bien entendu, il y avait la requête de l'amnistie, et puis il y avait toutes les autres requêtes qui étaient formulées. On avait l'université, il y a cette requête aussi évidemment médiatique de cette télévision. Bien entendu, on avait besoin d'une bouffée d'oxygène, d'une aura de liberté pour commencer à voir les choses différemment, mais ça ne s'est pas passé de façon tout à fait aisée. Les rapports personnels étaient excellents, mais nous avions pris l'engagement, nous, de ne pas commencer des négociations tant que les prisonniers politiques n'auraient pas été libérés. Et Bastien Lecce a dit, mais c'est une affaire extrêmement complexe, ça nous renvoie à l'histoire de l'amnistie d'aujourd'hui, ça ne se décrète pas d'un trait de plume, l'État sur le principe est d'accord, mais il y a des situations qui sont complexes, qui sont différentes, il y a des gens qui sont jugés, il y a des gens condamnés, il y a des gens qui sont en instance de jugement, il y a les crimes de sang,
Et enfin, ça fait que pendant des mois, de facto, tout le système a été paralysé. Ça n'empêchait pas les contacts informels et de commencer je dirais, à silhouetter le type de relation que nous pourrions avoir les uns avec les autres. Mais quand même, il n'y avait pas de négociation officielle. C'est au bout de quelques mois que je crois qu'il restait une quarantaine de militants du FLNC qui avaient été libérés. Et puis les autres militants de chez nous, puisque moi j'avais été libéré déjà en 77, qui ont bénéficié de cette mesure d'amnistie. Mais ce qui était important, plus que l'amnistie, c'était les nouvelles orientations. Bon. Et ça, on en parlera dès demain. Merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeone. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza. Je rappelle que depuis de longues semaines déjà, nous retraçons cette histoire contemporaine en compagnie donc du docteur Simeone. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur le www.alta-frequenza.com. Nous étions arrêtés hier à ces nouvelles orientations qui sont induites par l'élection de François Mitterrand. Il y a des personnalités comme ça qui vous approchent, il y a ce travail qui on dira se fait jour avec Bastien Lecce, on l'a vu, donc président de la Fédération des Corses de la région PACA. Puis il y a aussi des personnalités comme Michel Rocard, justement aussi. Est-ce qu'à ce moment donné, donc Michel Rocard qui va être plus tard qualifié en tout cas d'instigateur de ce statut particulier, comment s'exerce ce rapport aussi avec Michel Rocard? Alors là, il faut bien comprendre que la Corse pousse un soupir de soulagement parce que dans l'esprit de tout le monde, gens de droite et gens de gauche, on comprend que c'est une ère nouvelle qui arrive. Et si on considère que la contestation, en gros, elle a commencé dans les années 60, ça fait 20 ans, avec tout ce qui s'est passé, les bouts rouges, les histoires d'Alir, il y a la naissance du FLN, les histoires particulièrement graves qui se sont déroulées, les différentes amnisties. On dit souvent, mais les amnisties ne servent à rien puisque les types continuent. Non, les amnisties ne servent à rien quand on ne fait pas des réformes politiques qui ont le courage d'aller où elles doivent aller, et surtout quand on continue à traiter le système claniste comme une courroie de transmission pour privilégier la politique coloniale en Corse. À ce moment-là, l'amnistie ne sert strictement à rien, c'est évident. Donc, on mesure combien la Corse passe d'une période de tension extrême à une période de soulagement. Mais immédiatement, derrière ce soulagement, s'engouffre immédiatement la somme proprement incroyable de revendications. Là, le pouvoir est quand même assez adroit parce que très vite apparaissent les premiers signes de la volonté de créer l'université qui a été lancée, il ne faut pas l'oublier, sous Giscard d'Estaing, le principe. Mais enfin, là, c'est matérialisé. Et puis, ensuite, on parle de la libéralisation de l'information. Aujourd'hui, aux gens, ça ne leur dit rien parce qu'ils ont Alta Frequenza, ils ont RCFM, ils ont FR3, ils ont les réseaux sociaux. Mais à l'époque, c'était Radio Préfecture qui était univoque, on n'entendait que. Ensuite, bien sûr, il y a l'amnistie, la libération des prisonniers politiques. Il y a la Cour de suppression de l'État. Et puis, il y a aussi, à mon avis, des pressions fortes qui sont exercées sur les groupements type Francia. Il n'y a pas de chasse aux sorcières contre eux. Mais enfin, le jour où le pouvoir a changé à Paris, comme ils étaient commandités par Giscard, et par des gens comme ça, ou en tous les cas tolérés par eux, ils ne se sont plus manifestés. C'est comme ça qu'il y a eu toute une floraison de réformes qui était très très attendue. Et puis il y a eu surtout tout le travail de confection du statut particulier. Et là, il fallait se battre pied à pied. Nous avions des gens de chez nous qui négocions. Nous, on parlait aussi beaucoup avec les militants du FLN, puisqu'eux n'avaient pas de représentation politique officielle, comme ils étaient clandestins et poursuivis. Et nous échangeons beaucoup. Je ne suis pas au courant, je présume qu'eux-mêmes ont dû discuter beaucoup avec Bastien Lecce. Mais enfin, ça, je ne suis pas au courant de... Quelles sont à ce moment-là les avancées et les limites aussi de ce statut particulier? Parce qu'évidemment, on n'en arrive pas à votre revendication à vous, qui est l'autonomie. On en est encore loin. Oh, non seulement on est loin, mais enfin, déjà on entend le peuple corse, c'est la Constitution française, et l'autonomie, il faut changer la Constitution.
Et il faut commencer à voir, et il faut une période d'adaptation. La Corse pourrait être le laboratoire des évolutions en France. Il ne faut pas oublier que de façon concomitante en France, est lancée par Mauroy et autres dans la foulée, les lois de la décentralisation qui sont, pour les Français et pour nous autres Corses avec notre spécificité, quelque chose de considérable parce que c'est l'État-nation qui commence, après que les autres se soient émancipés depuis très longtemps en Europe et dans le monde, qui commence à desserrer les freins du centralisme et du colonialisme en Corse. Et là, les gens, les spécialistes de chez nous discutent beaucoup avec Bastien. Il y a des contacts avec des gens comme Michel Rocard, avec des gens comme ça, qui sont des gens extrêmement ouverts, eux, qui n'ont absolument pas peur de parler d'autonomie. Mais enfin, on comprend très très vite que ce sera un statut qui sera un statut quand même à minima, qui sera très très loin de l'autonomie. Mais enfin, nous n'avons pu imposer que ça. Si nous avions été beaucoup plus forts, et ça a été le cas pour les autres statuts, nous aurions revendiqué directement l'autonomie. Merci beaucoup Edmond Siméon. On se donne rendez-vous demain pour une dernière émission de la semaine en votre compagnie. Merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Edmond Siméon. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc que l'ensemble des émissions est disponible là, sur le www.alta-frequenza.com. On a retracé cette histoire finalement des années 60 à 1982. Donc en mars 1982, le statut particulier est promulgué pour la Corse. Vont s'en suivre évidemment l'installation de ces institutions que les Corses connaissent bien aujourd'hui. On l'a vu donc les limites finalement de ce statut. Pour vous, nationalistes, voit immédiatement le jour. On le voit, c'est il y a tout de suite des freins finalement qui se mettent en place, même si c'est une avancée notable. C'est une avancée notable, mais les freins sont en place. Des gens qui ont plus d'expérience chez nous, comme mon frère Max et des cadres, disent que c'est un pays qui est centraliste et par essence colonialiste, et qu'il faudra plus que cette révolution-là, pacifique, mais enfin significative, mais insuffisante pour les faire changer. Et immédiatement, on bute sur le contenu, sur les domaines qu'il faut transférer, pas question d'autonomie financière, pas question de pouvoir législatif, etc. Et donc, si vous voulez, c'est le statut particulier, avec ce lustre, avec le fait qu'il inaugure la décentralisation en France. On pense nous contenter, ils font un peu ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Calédonie maintenant, c'est-à-dire qu'ils comptent sur le temps pour ne pas traiter le problème. Et c'est là, dans ce climat-là, que nous comprenons que nous allons être obligés d'affronter les urnes, parce qu'il n'est plus question de manifestations violentes, il n'est plus question de contestation. Désormais, il faut faire valoir des idées. Je signale que quand même, en ce qui nous concerne, nous avions commencé depuis longtemps, puisque à partir de 1973, nous avons publié Autonomie, et après, ça a été un travail constant de publication, de mise à jour, de quadernes et tout, tandis que le FLN sortait son livre vert. Donc, nous avons avancé pour avancer les revendications, leur donner un contenu. Et c'est comme ça qu'a été préparée la première élection en Corse. Dans ce contexte, il n'y avait pas la parité, nous avons constitué une liste sur laquelle nous avions mis deux Corses très très actifs dans la diaspora, Lucien Fay et M. Ferrand, qui étaient de très très bons militants, M. Ferrand étant un haut fonctionnaire européen. Et les autres c'est que 5 personnes d'ici. Nous avions été rejoints par Dominique Ribé, et il y avait Michel Castellane, il y avait André Faz, enfin, il y avait toute une équipe de gens extrêmement formés. Et c'est ainsi que nous avons eu 7 élus. 7 élus, ça peut sembler dérisoire, c'était quand même très important. Surtout qu'il faut le rappeler, avant, on peut le dire les années 80, il y a un contexte de fraude massive en général pour les élections en Corse. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un nettoyage aussi qui a été opéré des listes électorales? Oui, il y a eu un nettoyage des listes électorales, en particulier après avec Jox, mais ça n'a pas été opérant pour une raison simple, c'est que les listes électorales, si vous ne les surveillez pas en permanence et si vous n'avez pas des procédures très strictes pour encadrer leur mise à jour, le renouvellement des listes, ça n'aboutit pas, parce que la pollution se fait à chaque scrutin. Mais enfin, il y avait eu quand même un effort qui avait été fait.
il n'y a pas eu tellement de fraude massive, il y avait le système claniste qui était très avantageux. Mais pour situer ce résultat électoral, le jour où je suis monté à la préfecture avec mes camarades, et qu'on nous a ouvert les portes et qu'on est rentré en voyant le drapeau tricolore en façade et qu'on est rentré dans la mairie, on a compris quand même que qualitativement, un pas important avait été franchi. Et le visage de cette assemblée, justement, quel est-il? Alors, le visage de l'assemblée, c'est pas difficile, c'est que, bien entendu, la gauche, dans la lancée du passage de Mitterrand, fait un bon score. Celui qui doit diriger la gauche est personnellement un ami. C'est Prosper Alphonse, qui est un homme que je connais depuis longtemps, il est plus âgé que moi, mais qui est un parfait honnête homme, qui fait partie du système claniste, mais qui n'est pas un des rouages, qui n'est pas dans la corruption électorale, qui n'est pas dans les marchés, qui n'est pas dans les problèmes comme ça. Et je discute beaucoup avec lui, à titre amical et fraternel, d'autant plus que son frère a été mon avocat dans le procès d'Alire, il y a maître François Alphonse, et Prosper insiste beaucoup pour nous attraire dans la composition de ce gouvernement régional. Je me souviens très bien de la réunion qui a été décisive à Catérage, où les gens de chez nous, presque à l'unanimité, sauf moi, qui pensais qu'il fallait commencer à participer. Bon, j'ai été mis en minorité de façon écrasante, et nous avons choisi le truc de juger sur pièce et de voir ce qui allait se passer. Et Prosper, immédiatement, a commencé à gouverner en tenant le plus grand compte de nous, de nos avis, et en avançant simultanément, pendant que le statut lui-même avançait sur le plan de Paris, et que l'on commençait timidement à exercer les compétences dont nous n'avions pas l'habitude, puisque nous étions dans un système pyramidal et claniste qui d'habitude traitait tout à la place du peuple corse. Merci beaucoup Edmond Simeoni, à la semaine prochaine, au revoir. Prosper,